Dans un monde qui oublie vite, une femme est maudite avec une mémoire parfaite. Chaque jour, chaque conversation, chaque blessure est revécue avec une clarté impitoyable, faisant d'elle une paria sociale. Mais lorsque le destin d'un homme condamné à mort refait surface, seule sa capacité à se souvenir d'une journée ordinaire, 20 ans plus tôt, peut faire la différence entre la justice et l'injustice. C'est l'histoire d'une mémoire qui ne pardonne pas, mais qui peut sauver. Si vous aimez les récits où un don unique change le destin, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde d'Éléonore Véron était une bibliothèque infinie et sans mur, une archive assaillante où chaque livre, une fois ouvert, ne pouvait plus jamais être refermé. Elle était atteinte d'hyperthymésie, une condition neurologique rare qui lui conférait une mémoire autobiographique quasi parfaite. Elle ne se souvenait pas seulement des faits, elle les revivait avec une fidélité sensorielle totale. Le goût âpre du café qu'elle avait bu le matin du 12 avril 1998, la texture rêche du pull en laine qu'elle portait le jour où elle avait appris à faire du vélo, le motif exact des nuages dans le ciel lors de son premier jour d'école, la note de déception dans la voix de sa mère lorsqu'elle avait annoncé son choix d'étudier l'histoire. Tout était là, stocké avec une clarté absolue, accessible à tout moment, qu'elle le veuille ou non. Dans n'importe quelle autre profession, ce don aurait pu être une bénédiction. Dans la vie de tous les jours, c'était une malédiction, un fardeau qui la condamnait à une solitude profonde. Les relations humaines sont bâties sur le flou, sur la capacité à oublier les petites offenses, à pardonner les maladresses. Mais Éléonore ne pouvait pas oublier. Une parole blessante, prononcée 10 ans plus tôt, résonnait dans son esprit avec la même fraîcheur, la même douleur qu'au premier jour. Une promesse non tenue, même la plus insignifiante, restait une dette ouverte dans son grand livre mental. Les gens la trouvaient froide, distante, rancunière. Ils ne comprenaient pas que sa rancune n'était pas un choix, mais une conséquence de sa mémoire infaillible. Elle était incapable de laisser le passé devenir le passé. Pour se protéger de ce flot incessant de souvenirs et de stimuli, elle s'était construit une vie d'une régularité monastique. Elle travaillait de chez elle, comme vérificatrice de faits indépendante pour des maisons d'édition et des documentaires historiques. C'était le seul métier où son don était un atout. Elle pouvait repérer une erreur anachronique dans un manuscrit en une seconde, se souvenant de la date exacte de l'invention d'un type de bouton ou de la couleur de l'uniforme d'un régiment napoléonien. Son appartement était son sanctuaire, un espace minimaliste, presque vide, pour ne pas créer de nouveaux souvenirs inutiles. Ses journées étaient rythmées par le même horaire immuable, réveil à 6 heures, lecture, travail, repas, promenade, sommeil. C'était sa manière de contrôler le chaos, de mettre de l'ordre dans la bibliothèque infinie de sa tête. Ce matin-là, elle travaillait sur un documentaire sur la France des années 2000. Elle vérifiait les détails d'une reconstitution. Pour se mettre dans l'ambiance, elle avait mis une playlist de musique de cette époque. Une chanson, un tube pop oublié de l'été 2005, commença à jouer. Et instantanément, elle fut transportée. Elle n'était plus dans son appartement en 2025. Elle était dans la rue, à Paris, un mardi après-midi de mai 2005. Elle pouvait sentir la chaleur du soleil sur sa peau, l'odeur des gaz d'échappement mêlée au parfum des tilleuls en fleurs. Elle pouvait sentir la déception et l'humiliation qui la rongeaient, car elle venait de sortir d'un entretien d'embauche désastreux. Elle revoyait le visage condescendant de son interlocuteur, entendait le son de sa propre voix, tremblante. Le souvenir était si vivide, si complet, qu'elle dut s'asseoir, le souffle coupé, attendant que le vertige passe. C'était cela, sa vie. Un bombardement constant de fantômes. Elle ne savait pas encore que ce souvenir précis, ce fantôme d'une mauvaise journée d'il y a 20 ans, contenait la clé qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi sauver celle d'un autre. Après avoir repris ses esprits, Éléonore coupa la musique. Le silence qui suivit fut un soulagement. Elle se fit une tasse de thé, le rituel familier l'aidant à s'ancrer à nouveau dans le présent. Pour se changer les idées, elle décida d'écouter autre chose. Elle lança un de ses podcasts préférés, une émission de true crime intitulée « Affaires classées ». La voix grave et posée du narrateur était apaisante. L'épisode du jour était consacré à un homme nommé Damien Moreau. C'était une histoire tragique et presque oubliée. En 2005, Damien Moreau, un jeune homme d'une vingtaine d'années au passé de petit délinquant, avait été condamné à la peine capitale pour le meurtre d'un riche homme d'affaires lors d'un cambriolage qui avait mal tourné. L'affaire était basée presque entièrement sur des preuves circonstancielles et le témoignage d'un informateur de police peu fiable. Moreau avait toujours clamé son innocence, affirmant qu'au moment du crime, il se trouvait à plusieurs kilomètres de là, marchant dans la rue après avoir cherché du travail. Mais il n'avait aucun témoin, aucun alibi solide. Le podcast décrivait le procès, les appels, les rejets. 20 ans plus tard, Damien Moreau était toujours dans le couloir de la mort, ayant épuisé toutes ses voies de recours. Son exécution était prévue dans quelques mois. C'était une histoire triste,
une de ces injustices probables dont le système judiciaire est parfois capable. Éléonore l'écoutait avec un intérêt distant, une sympathie intellectuelle. Puis, le narrateur prononça une phrase qui fit se dresser les cheveux sur sa nuque. Le crime a eu lieu le mardi 15 mai 2005, dans un appartement de l'avenue de Wagram. L'heure du décès, selon le médecin légiste, a été estimée à 14h32, avec une marge d'erreur de quelques minutes. La date, l'heure, le lieu. Ce ne fut pas une simple reconnaissance. Ce fut une détonation dans son esprit. Le 15 mai 2005, 14h32, avenue de Wagram. C'était exactement le jour, l'heure et le lieu de son souvenir le plus récent, le plus vivide. Le souvenir de son entretien d'embauche raté. L'onde de choc de la coïncidence la laissa sans voix. Elle arrêta le podcast. Elle ferma les yeux. Et elle se laissa tomber dans le puits de sa mémoire. Ce n'était plus un souvenir involontaire, déclenché par une chanson. C'était un acte de volonté. Elle retourna délibérément à ce mardi après-midi, 20 ans plus tôt. Et cette fois, elle ne se concentra pas sur ses propres émotions, sur son humiliation. Elle devint une observatrice. Une caméra. Elle se revit sortir du grand immeuble où avait eu lieu l'entretien, sur l'avenue de Wagram. Elle revit chaque détail de la rue avec une clarté hallucinante. Le flot de voitures. Les piétons sur le trottoir. La vitrine d'une boulangerie. Le bruit de la ville. Le narrateur du podcast avait mentionné que, selon les archives du procès, c'était une journée normale, ensoleillée et sans particularité. Mais Éléonore savait que c'était faux. Sa mémoire, son enregistrement parfait et incorruptible de cet instant, lui racontait une histoire différente. Une histoire qui n'avait jamais été entendue. Elle resta là, assise dans son appartement silencieux en 2025, mais son esprit était à des kilomètres et à des décennies de là. Elle était redevenue une témoin. La seule et unique témoin d'un instant qui avait été effacé de toutes les autres mémoires. Et elle sentit le poids d'une terrible responsabilité s'abattre sur elle. Sa mémoire, sa malédiction, venait peut-être de devenir le seul espoir d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Le souvenir se déroula dans son esprit non pas comme un film, mais comme une expérience immersive en réalité virtuelle. Elle était à nouveau dans la peau de la jeune femme de 32 ans qu'elle était, sortant du grand immeuble de bureaux sur l'avenue de Wagram. La première chose qu'elle ressentit fut la chaleur du soleil de mai sur son visage, une chaleur agréable mais qui ne correspondait pas à la froideur de la déception qu'elle ressentait. L'entretien d'embauche pour un poste de chercheuse dans un prestigieux cabinet de conseil en histoire avait été un désastre. L'homme qui l'avait reçu, un historien établi et arrogant, avait traité son travail avec une condescendance méprisante. Elle se souvint de ces mots exacts. « Votre approche est trop poétique, mademoiselle Véron. Nous avons besoin de faits, pas de sentiments. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête alors qu'elle se tenait sur le trottoir, incertaine de la direction à prendre. Elle regarda sa montre. Une vieille montre à quartz que son père lui avait offerte. Elle indiquait 14h28. Elle décida de marcher un peu, de laisser la colère et l'humiliation se dissiper. Elle commença à remonter l'avenue, en direction de la place des Ternes. C'est à ce moment-là que son esprit, cette caméra omnisciente, commença à enregistrer les détails inutiles que personne d'autre n'aurait remarqués. Elle remarqua le ciel. Il n'était pas uniformément bleu. À l'ouest, une banque de nuages sombres, d'un gris presque violet, s'amoncelait à une vitesse surprenante. Le vent se leva soudainement, faisant bruisser les feuilles des platanes et soulevant la poussière de la rue. La température chuta de plusieurs degrés en quelques instants. C'était un changement de temps brutal et inattendu. Elle continua à marcher. Elle passa devant un jeune homme qui attendait près d'un kiosque à journaux. Il portait un t-shirt noir. Ce n'était pas un simple t-shirt noir. Le logo d'un groupe de musique y était imprimé en lettres gothiques argentées, The Crimson Why. C'était un groupe de rock indépendant très confidentiel de l'époque. Elle se souvint d'avoir trouvé le nom du groupe prétentieux. Le jeune homme semblait nerveux, regardant sa montre constamment. À 14h31, elle arriva à un passage piéton. Elle attendit que le feu passe au vert. Une voiture passa juste devant elle, un peu trop vite. C'était une Peugeot 206, d'une couleur vert pomme un peu passée, un modèle très populaire à l'époque. Il y avait un autocollant d'une marguerite sur la lunette arrière. Et elle vit la plaque d'immatriculation. Elle ne la vit pas de manière floue. Elle la vit avec une netteté parfaite, comme si elle l'avait photographiée. 1284 ZT75. L'image de la plaque était gravée dans son esprit avec la même clarté que le visage de sa mère. Puis, à 14h32, alors qu'elle traversait la rue, la première goutte tomba. Une goutte froide et dure. Puis une autre. Mais ce n'était pas de la pluie.
C'était de la grêle. Une averse de grêle soudaine, violente et complètement inattendue en plein mois de mai. Les grêlons, de la taille de petits pois, commencèrent à marteler le sol, les voitures, les auvents des cafés. Les piétons, surpris, se mirent à courir pour s'abriter. L'averse ne dura que quelques minutes, peut-être 3 ou 4, puis s'arrêta aussi soudainement qu'elle avait commencé. Le soleil revint, brillant sur les trottoirs mouillés et jonchés de petites billes de glace. C'était un événement météorologique si bizarre, si localisé, qu'il était devenu un point d'ancrage indélébile dans sa mémoire de ce jour-là. Elle se souvint d'avoir trouvé refuge sous l'auvent d'une pâtisserie, et de l'odeur du beurre chaud et du sucre qui s'en échappait. Elle se souvint d'avoir regardé les grêlons fondre sur le trottoir. Puis, elle avait continué son chemin, le cœur toujours lourd de son échec, mais l'esprit marqué par cet événement étrange. Le souvenir se referma. Éléonore était de retour dans son appartement, en 2025. Elle tremblait. Le podcast avait dit « un après-midi ensoleillé et sans particularité ». C'était un mensonge. Le 15 mai 2005, à 14h32, sur l'avenue de Wagram, il y avait une averse de grêle. Un événement si marquant que quiconque se serait trouvé là s'en serait souvenu. Damien Moreau, dans son alibi, avait dit qu'il marchait dans la rue à ce moment-là. Mais il n'avait jamais mentionné la grêle. Pourquoi? Soit il mentait, et il n'était pas là. Soit personne ne l'avait jamais cru, personne ne lui avait jamais posé la bonne question. Et si son avocat, incompétent ou surchargé, n'avait jamais pensé à vérifier les archives météorologiques pour un événement aussi bref et localisé? Elle avait maintenant plus qu'une intuition. Elle avait des faits. Des faits vérifiables. La météo. Le t-shirt. La voiture. Elle tenait un alibi. Un alibi vieux de 20 ans, parfaitement conservé dans le musée de sa mémoire. Le lendemain matin, Éléonore se réveilla avec une résolution de fer. Elle n'était plus une simple observatrice. Elle était une actrice. Elle devait agir. Elle passa la matinée à organiser ses pensées, à préparer son intervention. Elle ne pouvait pas simplement appeler la police et leur dire « je me souviens ». Elle avait besoin de plus. Elle devait confronter ses souvenirs aux archives officielles, pour transformer sa mémoire subjective en preuve objective. Sa première action fut de contacter les services de Météo France. Elle se fit passer pour une journaliste travaillant sur un article rétrospectif sur les phénomènes météorologiques inhabituels à Paris. Elle demanda si leurs archives contenaient des informations sur une averse de grêle localisée dans le 17e arrondissement, l'après-midi du 15 mai 2005. L'employé, après une longue recherche, fut d'abord sceptique. Les relevés généraux pour ce jour-là indiquaient un temps ensoleillé avec des passages nuageux. Mais Éléonore insista, lui demandant de vérifier les données brutes des stations de surveillance locales, et même les images des radars de précipitation. Après une autre heure d'attente angoissante, l'employé revint, sa voix pleine d'étonnement. « Vous avez raison, madame. C'est incroyable. Il y a bien eu un écho-radar très fort et très bref, correspondant à une chute de grêle, juste au-dessus de cette zone, entre 14h30 et 14h40. C'était un microclimat, une cellule orageuse si petite et si rapide qu'elle n'a pas été mentionnée dans les bulletins généraux. Comment saviez-vous ça ?» Éléonore sentit une première vague de triomphe. « J'ai une bonne mémoire, répondit-elle simplement avant de raccrocher. Preuve numéro 1, confirmée. Ensuite, la voiture. 1284 ZT75. Elle savait que les archives d'immatriculation étaient confidentielles. Elle ne pouvait pas y accéder directement. Elle utilisa une autre ruse. Elle contacta une vieille connaissance, un détective privé qu'elle avait parfois engagé pour des vérifications de faits sur des documentaires. Elle lui raconta une histoire à moitié vraie, disant qu'elle cherchait le propriétaire d'un véhicule impliqué dans un délit de fuite qu'il avait touché il y a 20 ans et que l'affaire venait d'être rouverte. Elle lui donna la plaque, le modèle, la couleur, le lieu et la date. Le détective, habitué à ce genre de demande, accepta de faire une recherche, moyennant finance. Enfin, le t-shirt. The Crimson Why. Ce fut la recherche la plus difficile. Le groupe était si obscur qu'il n'avait probablement jamais percé. Elle passa des heures sur Internet, fouillant les archives de vieux blogs musicaux, de forums de fans de rock indépendants des années 2000. Finalement, elle le trouva. Un petit article sur un webzine musical aujourd'hui disparu, archivé par un site spécialisé. L'article était une critique d'un concert de The Crimson Why qui avait eu lieu à Paris, dans une petite salle appelée le Bateau Phare, le soir du 14 mai 2005. La veille du crime. L'article était même accompagné d'une photo floue du groupe sur scène, et le chanteur portait le t-shirt exact qu'elle avait en mémoire. Preuve numéro 2, confirmée. Elle avait maintenant des preuves tangibles, des faits qui corroboraient ses souvenirs.
Elle se sentait prête à affronter le système. Elle appela le commissariat central, demandant à parler à la brigade criminelle. Elle fut transférée à un jeune lieutenant de service. Elle essaya de lui expliquer la situation, de parler du cas de Damien Moreau, de ses nouvelles preuves. Mais sa manière de parler, hachée, hésitante, ses associations d'idées étranges, ne l'aidèrent pas. « Madame, lui dit le lieutenant avec une patience condescendante, cette affaire a été jugée. En appel. En cassation. Elle est close. Si vous avez des informations, vous devez les soumettre par écrit au procureur de la République, par l'intermédiaire d'un avocat. » Elle essaya d'insister, mais il lui raccrocha poliment au nez. Elle appela le bureau du procureur. Même réponse. Bureaucratie, procédure, mur de scepticisme. Il ne voyait pas une citoyenne concernée. Il voyait une femme étrange, une folle potentielle qui s'immisçait dans une vieille affaire. La frustration la submergea. Elle avait la clé pour sauver un homme, mais toutes les portes se fermaient devant elle. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas se battre seule contre le système. Elle avait besoin d'un allié à l'intérieur. Elle avait besoin d'un avocat. La recherche d'un avocat fut une épreuve en soi. Les grands cabinets parisiens qu'Éléonore contacta refusèrent poliment de la recevoir. L'affaire Damien Moreau était un cas perdu, une cause sans gloire et sans argent. Personne ne voulait risquer sa réputation sur le témoignage tardif et excentrique d'une femme qui prétendait avoir une mémoire parfaite. Le désespoir commençait à la gagner. Elle était sur le point d'abandonner lorsqu'elle tomba, au cours de ses recherches, sur le site internet d'une petite association appelée Projet Innocence France. L'association, gérée par une poignée de jeunes avocats bénévoles et d'étudiants en droit, se consacrait à la révision de cas de condamnation potentiellement erronés. C'était sa dernière chance. Elle envoya un email, bref et factuel, résumant les informations qu'elle avait découvertes. Elle ne s'attendait pas vraiment à une réponse. Mais le lendemain matin, elle reçut un appel. C'était un jeune avocat du nom de Luc Girard. Sa voix était jeune, un peu fatiguée, mais empreinte d'une curiosité prudente. Il lui proposa un rendez-vous. Leur rencontre eut lieu dans les bureaux modestes de l'association, un petit appartement en rez-de-chaussée encombré de piles de dossiers. Luc Girard était un jeune homme d'une trentaine d'années, à l'apparence un peu négligée, mais dont les yeux brillaient d'une intelligence vive et d'une sorte d'idéalisme lasse. Il l'accueillit avec une poignée de main et l'invita à s'asseoir. Il avait manifestement lu son email et fait quelques recherches préliminaires. « Madame Véron, commença-t-il, votre histoire est extraordinaire. Vous comprenez que nous recevons des dizaines d'appels comme le vôtre. Des gens qui pensent avoir des informations sur de vieilles affaires. » Éléonore hocha la tête. « Je ne pense pas. Je sais. » Elle commença à raconter son histoire, mais elle trébucha sur les mots. L'aphasie, exacerbée par le stress, la trahissait. Le jour, la musique, le ciel, froid. Luc l'écouta patiemment, sans l'interrompre, son regard ne la quittant pas. Voyant sa difficulté, Éléonore changea de tactique. Elle ouvrit son sac et sortit un dossier. À l'intérieur, il n'y avait pas de longues phrases, mais des faits, des preuves, imprimées et organisées avec la rigueur d'une archiviste. Elle lui montra le rapport de Météo France, avec l'image radar en couleur montrant la cellule de grêle. Elle lui montra l'article sur le concert de The Crimson Why, avec la photo du t-shirt. Elle lui donna la plaque d'immatriculation de la Peugeot 206. Luc examina les documents, son expression passant du scepticisme à un intérêt intense. « Vous avez vérifié tout ça vous-même » demanda-t-il, impressionné. Éléonore hocha à nouveau la tête. La mémoire est une archive. Mais une archive a besoin de sources. Pour être crue. Luc resta silencieux un long moment, tapotant sur la table avec son stylo. Il était face à un dilemme. L'histoire était folle. La témoin était, de toute évidence, socialement et verbalement atypique. Mais les preuves qu'elle avait rassemblées étaient solides, vérifiables. La plaque d'immatriculation, dit-il finalement. C'est la clé. Si nous pouvons retrouver le propriétaire de cette voiture, et s'il se souvient de la grêle, alors nous avons quelque chose. C'est une chance sur 1 million, mais c'est une chance. Il accepta de prendre l'affaire. Pas avec un grand enthousiasme, mais avec le sérieux d'un professionnel qui voit une possibilité, même infime. Pour la première fois depuis qu'elle avait entendu parler de Damien Moreau, Éléonore ne se sentit plus seule. Elle avait un allié, un avocat de la dernière chance, qui était prêt à écouter l'histoire que seule sa mémoire pouvait raconter. Le travail de Luc Girard commença. Il se sentait comme un détective exhumant un corps, non pas d'une tombe, mais des limbes de la mémoire collective et des archives administratives. Sa première tâche fut de vérifier officiellement les affirmations d'Éléonore,
de transformer ses découvertes de journaliste amateur en preuves recevables par un tribunal. Il commença par la météo. Il déposa une demande officielle auprès de Météo France pour obtenir les données brutes des radars et des stations au sol pour la journée du 15 mai 2005. La réponse, qui arriva une semaine plus tard, confirma exactement ce qu'Éléonore lui avait dit. Le rapport officiel, signé par un ingénieur météorologue, parlait d'un phénomène convectif de mésoéchelle, une cellule orageuse très localisée et de courte durée, qui avait produit une précipitation de grêlons de faible diamètre entre 14h31 et 14h38, dans un corridor de quelques kilomètres carrés seulement, qui incluait l'avenue de Wagram. C'était la première pièce du puzzle, une pièce solide comme le roc. Ensuite, le t-shirt. Ce fut plus difficile. Comment prouver qu'un homme portait un t-shirt spécifique 20 ans plus tôt? Luc utilisa les services d'un enquêteur privé. L'enquêteur, en utilisant l'article de webzine qu'Éléonore avait trouvé, réussit à retrouver l'un des membres du groupe The Crimson Y, qui vivait maintenant une vie tranquille de professeur de musique en banlieue. L'ancien musicien se souvenait parfaitement du concert au bateau phare. Il confirma qu'ils avaient vendu une 50aine de ces t-shirts ce soir-là. L'enquêteur passa des semaines à éplucher les archives des forums de fans de l'époque. Il finit par retrouver le jeune homme du souvenir d'Éléonore, ou du moins quelqu'un qui y ressemblait. C'était un homme qui, en 2005, était un grand fan du groupe et qui vivait à l'époque près de la place des Ternes. L'homme, contacté par l'enquêteur, se souvint. Il ne se souvenait pas d'avoir attendu près d'un kiosque, mais il se souvint de la grêle. Oui, c'était complètement fou, dit-il. Je sortais d'un rendez-vous, et soudain, il s'est mis à grêler en plein soleil. Je me suis abrité sous un porche. C'était surréaliste. Il ne pouvait pas servir de témoin direct pour l'alibi de Moreau, mais il pouvait confirmer l'événement météorologique inhabituel, un événement que l'accusation avait complètement ignoré. Enfin, la voiture. La plaque d'immatriculation. 1284 ZT75. Ce fut la partie la plus ardue, mais aussi la plus cruciale. Luc utilisa ses propres contacts pour accéder, de manière non officielle au début, aux archives du service des immatriculations. La recherche fut longue. Mais il finit par obtenir un résultat. La Peugeot 206 verte, immatriculée sous ce numéro, appartenait en 2005 à un certain Thème et Madame Dubois, un couple de retraités qui vivaient, à l'époque, sur l'avenue de Wagram, à 2 pâtés de maison du lieu du crime. Luc et son enquêteur réussirent à les retrouver. Ils vivaient maintenant dans le sud de la France. L'enquêteur leur rendit visite. Le couple de retraités, octogénaires, avait une mémoire floue des événements de cette époque. Mais lorsque l'enquêteur leur parla de leur ancienne voiture et de l'averse de grêle, quelque chose se débloqua dans la mémoire de Madame Dubois. La grêle. Mais oui, je m'en souviens, s'exclama-t-elle. Mon mari venait de laver la voiture, et il était furieux. Il disait que cette grêle allait abîmer sa belle peinture neuve. Il est même sorti sur le balcon pour regarder. Monsieur Dubois confirma. Il ne se souvenait pas de l'heure exacte, mais il se souvenait de sa colère contre cette averse absurde. Luc avait maintenant 3 confirmations indépendantes des détails inutiles d'Éléonore. La grêle. Le témoin au t-shirt. Les propriétaires de la voiture. Ce n'était plus de la spéculation. C'était une preuve. Une preuve que la version officielle de cette journée, la version sur laquelle reposait la condamnation à mort d'un homme, était fausse. Il retourna voir Éléonore, son visage un mélange d'excitation et d'admiration. « Vous aviez raison, lui dit-il simplement. Surtout, votre mémoire, ce n'est pas humain. »« C'est un fardeau, répondit Éléonore. Mais peut-être, pas aujourd'hui. » Luc savait que la bataille ne faisait que commencer. Il avait les preuves. Mais il devait maintenant convaincre un système judiciaire qui déteste admettre ses erreurs. Armé de ces nouvelles preuves, Luc Girard déposa une requête en révision du procès de Damien Moreau, une procédure juridique exceptionnelle et rarement accordée. Il joignit à sa requête les rapports officiels de Météo France, les témoignages sous serment du fan de rock et du couple Dubois, et un long affidavit d'Éléonore Véron, où elle décrivait son souvenir avec une précision clinique. La requête créa une onde de choc au sein de l'appareil judiciaire. Le bureau du procureur, qui avait obtenu la condamnation 20 ans plus tôt, s'opposa farouchement à la révision, qualifiant les nouvelles preuves de circonstancielles et le témoignage d'Éléonore de fantaisiste et non crédible. Ils la dépeignirent comme une femme instable, une mythomane en quête d'attention. Une audience préliminaire fut fixée pour déterminer si les nouvelles preuves étaient suffisamment solides pour justifier un nouveau procès. Ce fut la première fois qu'Éléonore dut faire face au système qu'elle essayait de corriger. Elle fut convoquée pour témoigner. La salle d'audience était petite, intimidante. De l'autre côté se trouvait l'avocat général, un homme redoutable et cynique, dont le travail consistait à défendre la condamnation originale.
Lorsqu'Éléonore fut appelée à la barre, un murmure parcourut la salle. Son apparence simple, son attitude effacée, contrastait avec l'importance de l'enjeu. L'interrogatoire de Luc fut doux, conçu pour la mettre à l'aise, pour lui permettre de raconter son histoire. Mais lorsqu'elle commença à parler, sa voix hésitante, ses mots parfois remplacés par des métaphores étranges, elle sentit le scepticisme glacial du juge et de l'avocat général. Puis vint le contre-interrogatoire. L'avocat général l'attaqua avec une brutalité calculée. « Madame Véron, vous nous demandez de croire que vous avez une mémoire parfaite, n'est-ce pas ?»« Je ne peux oublier, répondit-elle simplement. « Vraiment. Pouvez-vous me dire ce que vous avez mangé au petit-déjeuner le 18 mars 1999 ?»« Des tartines de pain complet, avec de la confiture d'abricot. Le pot était presque vide. Il pleuvait ce jour-là. Le bruit de la pluie sur le velu de ma cuisine était comme des petits tambours. » Le niveau de détail de sa réponse déstabilisa l'avocat général un instant, mais il reprit rapidement. « Vous prétendez vous souvenir de la plaque d'immatriculation d'une voiture que vous avez vue pendant une seconde, il y a 20 ans, mais vous avez du mal à formuler une phrase simple aujourd'hui. N'est-il pas plus probable que votre condition, quelle qu'elle soit, crée de faux souvenirs, des confabulations ?» Il la pilonna de questions, essayant de la faire trébucher, de la faire paraître confuse, instable. Il se moqua de ces détails inutiles, de son obsession pour la météo et les t-shirts. Mais Éléonore, bien que visiblement secouée, ne se brisa pas. Sa mémoire était son rocher. Elle ne doutait pas de ce qu'elle avait vu. Chaque détail était un fait, immuable. « L'averse de grêle a duré 3 minutes et 40 secondes, dit-elle. La voiture était une phase 2 de la 206, reconnaissable à ses phares lisses. Le t-shirt avait une petite tache de moutarde sur la manche gauche. » La précision de ses réponses était déconcertante. Ce n'était pas le témoignage d'une femme confuse. C'était le rapport d'un ordinateur. Finalement, ce fut le juge qui, intrigué, posa la question décisive. « Madame Véron, l'alibi de M. Moreau ne mentionne pas cette averse de grêle. Comment expliquez-vous cela ?»« On ne lui a peut-être jamais demandé, répondit Éléonore. Les gens ne posent des questions que sur ce qu'ils savent déjà. Ils ne cherchent pas les détails qu'ils ignorent. » Cette phrase, simple et profonde, sembla frapper le juge. À la fin de l'audience, contre toute attente, il accorda la requête en révision. La bataille n'était pas gagnée, mais la porte de la justice, qui avait été fermée pendant 20 ans, venait de s'entr'ouvrir. Le nouveau procès de Damien Moreau fut un événement médiatique. L'histoire de la témoin à la mémoire parfaite avait fuité dans la presse, et l'affaire fascinait le public. La salle d'audience était comble. Damien Moreau, maintenant un homme d'une quarantaine d'années, le visage marqué par 2 décennies passées dans le couloir de la mort, assistait au débat avec une sorte de détachement las, comme s'il n'osait pas y croire. Luc Girard présenta ses preuves, une par une. Le rapport météo, le témoignage du fan de rock, celui du couple Dubois. Chaque témoignage confirmait les détails du souvenir d'Éléonore. La défense de l'accusation, qui reposait sur le fait que la journée avait été banale, commençait à s'effriter. Puis, Éléonore fut à nouveau appelée à la barre. Cette fois, elle était mieux préparée. Luc lui avait conseillé de ne pas essayer de parler normalement, mais d'utiliser sa force, le détail. Elle raconta à nouveau sa journée du 15 mai 2005. Mais cette fois, elle le fit avec une lenteur et une précision quasi hypnotique, submergeant la cour sous un flot de détails si vivides, si concrets, que c'était comme si tout le monde y était. Le jury était captivé. Ce n'était plus un témoignage, c'était une résurrection du passé. L'accusation tenta de la discréditer, mais leurs attaques semblaient maintenant mesquines et déplacées face à la puissance tranquille de sa mémoire. La pièce maîtresse de la défense fut lorsque Luc appela Damien Moreau à la barre. « Monsieur Moreau, demanda-t-il, pouvez-vous nous raconter ce que vous avez fait l'après-midi du 15 mai 2005 ?» Moreau raconta son histoire, la même qu'il racontait depuis 20 ans. La recherche d'emploi, la marche sur l'avenue de Wagram. « Vous souvenez-vous de quelque chose de particulier ce jour-là » demanda Luc. Moreau hésita. « Non. C'était une journée comme les autres. » « Pensez bien. La météo. N'y avait-il rien d'inhabituel ?» Moreau fronça les sourcils. « Non, il faisait beau, je crois. » Le cœur d'Éléonore se serra. Mais Luc continua. « Il n'a pas plu. Pas de grêle. » Moreau le regarda, puis un éclair de souvenir sembla traverser son visage. « La grêle, mais oui. C'est vrai. Une averse de grêle complètement folle, en plein soleil. Ça n'a pas duré longtemps. J'avais oublié. »« Pourquoi ne l'avez-vous jamais mentionné » demanda Luc. « Je ne sais pas, répondit Moreau avec un haussement d'épaules lasses.
Personne ne m'a jamais posé la question. Mon premier avocat m'a dit de m'en tenir aux faits importants. La grêle, ça ne semblait pas important. Ce fut le tournant du procès. Le fait que Moreau se souvienne de ce détail inutile, une fois qu'on le lui rappela, donna une crédibilité immense à son alibi et à la mémoire d'Éléonore. Le reste du dossier de l'accusation, qui reposait sur des preuves si fragiles, s'effondra. Après 2 jours de délibération, le jury rendit son verdict. Damien Moreau fut déclaré non coupable. Il était un homme libre. Quelques jours plus tard, Éléonore rencontra Damien pour la première fois dans un petit café parisien. C'était un homme silencieux, dont les yeux semblaient porter le poids de toutes les années qu'on lui avait volées. Ils restèrent assis un long moment sans parler. Puis, il se tourna vers elle. « Merci, dit-il simplement. Vous vous êtes souvenu de moi quand tout le monde, même moi, m'avait presque oublié. » Pour la première fois de sa vie, Éléonore sentit que sa mémoire n'était pas une malédiction. C'était un don. Un don qui, en refusant d'oublier, pouvait offrir une forme de rédemption, non seulement pour les autres, mais aussi pour elle-même. Elle avait passé sa vie à ne jamais pardonner les petites offenses parce qu'elle ne pouvait pas les oublier. Mais en se souvenant de la plus grande des injustices, elle avait permis une forme de pardon, une forme de guérison. Sa mémoire n'était plus une prison. Elle était devenue une clé.